Re-salut! Selon BookTok, ces deux livres sont les deux plus grandes sorties littéraires de l'été 2023. Alors moi je me suis dit, pourquoi pas venir vérifier s'ils méritent leur succès. Donc c'est ça, cette semaine, je lirai ces deux bijoux. Ou du moins j'espère qu'ils seront des bijoux parce que j'ai pas envie d'être déçue. Je sais qu'en général, les recommandations BookTok, c'est pas toujours gagnant. Mais dans ce cas-ci, je pense vraiment qu'on a une possibilité de vlog lecture très positif parce que Emily Henry et R.F. Kuang sont deux autrices auxquelles j'ai déjà donné 5 étoiles par le passé. Alors, présentons rapidement. En premier lieu, je vais lire Happy Place de Emily Henry, qui est une romance qui parle d'un couple qui s'est récemment séparé après avoir passé des années ensemble, sauf que, ils l'ont pas encore dit à leurs amis et ils partent bientôt ensemble en voyage. Donc pour pas ruiner l'ambiance, ils vont décider de faire semblant d'être encore ensemble. Ça sonne comme une recette parfaite pour le désastre et pour une romance divertissante. Et ensuite, je vais passer à Yellow Face de R.F. Kuang, qui est un contemporain qui discute le monde de l'édition et toutes les choses injustes qui viennent avec. Celui-là, je préfère commencer à lire avant de vous dire un résumé exact. Mais de ce que j'ai entendu, ça parle d'une femme qui va voler le manuscrit d'une autrice qui est décédée. Je pense que c'est ça. On verra bien. Comme mentionné, ce sont des autrices que je sais peuvent me plaire. Donc, je lance ce vlog aujourd'hui et j'ai tout à fait l'intention de m'éclater. Alors c'est parti, voyons voir si moi aussi je peux nourrir la hype de ces livres en les adorant. Bon, je suis à la moitié de Happy Place, donc environ page 200, et c'est particulier, je sais pas trop comment vous expliquer comment je me sens, parce que de côté, je suis divertie, je suis intéressée, j'aime ma lecture, c'est un bon moment. Mais toutes les romances de Emily Henry m'ont toujours fait sentir un certain investissement face à la relation principale, et là, je sais pas si je l'ai tout à fait. Et je pense que le problème, c'est que même si j'étais vraiment intéressée à lire le concept d'un couple qui s'était séparé, mais là qui devait faire semblant d'être encore ensemble, dans ma tête, je pensais pas aux raisons de la séparation du couple. Je sais pas, moi je m'imaginais vraiment que ça allait avoir été une rupture mutuelle. Sauf que dans ce livre, c'est clairement un côté du couple qui a brisé la relation. Et je trouve ça vraiment plus difficile de me laisser emporter et charmer par la renaissance de leur relation présentement, quand je sais même pas déjà pourquoi ça s'est terminé entre eux, et je trouve ça bizarre de la part de la personne qui a brisé la relation, de continuer à donner des signes que c'est peut-être pas fini. Mais d'un autre côté, c'est pas que du négatif, il y a vraiment des moments de la relation que j'apprécie. On a tranquillement des aperçus de leur passé et je dois dire que je pense que j'accroche beaucoup plus à leur début. Mais ça fait bizarre comme sensation parce que d'un côté, c'est pas que je crois pas du tout en leur couple actuellement, mais ça me fait pas la même sensation que j'avais dans ces autres livres où je voulais désespérément que ces personnages soient ensemble. Donc c'est ça pour l'instant, même si j'aime beaucoup. Genre c'est absolument un plaisir à lire, là, j'aurai aucune difficulté à terminer ça aujourd'hui ou demain. Je dirais que c'est peut-être mon moins préféré des 4, mais en même temps, j'aime beaucoup l'aspect d'être à un chalet avec des amis, j'aime la dynamique de ces amitiés, même si en même temps, je sais que je pourrais les aimer encore plus que ça. Donc j'ai bien hâte de voir dans la deuxième moitié du livre si ça va réussir à me convaincre vis-à-vis de la relation. Sauf que j'ai vu quelqu'un qui lisait en ce moment ce week-end et qui postait des stories de leurs impressions. Et j'ai cru comprendre que ça devenait pas joyeux environ 75%. J'ai un peu peur parce que moi cet été je suis dans un mood joyeux et pour les romances en général, je veux pas du gros angst. J'ai pas envie de détester ma vie en lisant une romance. Et donc c'est ça. On va espérer que mon appréciation continue à faire ça au lieu de ça. Je suis à la page 286. Et je le sens pas. C'est pas le livre en tant que tel que je sens pas parce que je continue à passer un bon moment. Mais c'est le couple, je sens pas le couple. C'est trop impossible pour moi de prendre au sérieux les phrases de drague que la personne qui a rompu dit. Comment cette personne-là peut dire « Ah, je veux jamais être sans toi. J'ai toujours envie d'être avec toi. J'ai toujours envie de te toucher. » Non, parce que t'as rompu avec l'autre personne. Là, je parle dans des termes vagues parce que dans le résumé, ça mentionne pas c'est qui a rompu, donc je veux juste pas comme le spoiler. Mais ça m'énerve! Toutes les scènes d'intimité, de tension entre eux dans le présent sont ruinées par le fait que je sais que le break-up était pas nécessairement mutuel et que la personne fait juste ignorer ça dans tous les commentaires qu'elle dit. Là, j'ai enfin eu un peu plus de contexte. Genre à la page 275, on a enfin
un peu de contexte de pourquoi ça s'est terminé entre eux. Et je comprends maintenant pourquoi le résumé parle du break-up comme quelque chose de mutuel. Mais c'est parce que pendant toute la première moitié du livre, plus que la moitié du livre, on suit un personnage qui ne comprend pas pourquoi il ou elle s'est fait laisser. J'ai pas de plaisir. J'ai du plaisir à lire, mais j'ai pas de plaisir dans les scènes de ce couple. Leur passé est intéressant et mignon, mais dans le présent, je peux pas. C'est pas crédible pour moi. J'ai juste envie de dire, ben voyons, si vraiment t'es sincère en disant toutes ces choses-là, pourquoi t'es parti? Ça m'énerve, ça m'énerve. Au moins, je trouve que niveau comme sujet dur et passage sombre, ben oui, là, présentement, il y a des trucs qui sont pas joyeux, mais c'est pas non plus déprimant comme lecture, donc à ce niveau-là, ça me dérange pas. Je comprends juste pas, ça m'énerve. Ok, mais à quel point ma bretelle tient juste à un fil? Je suis à la page 305. Je vous finis ça dès que je finis de vous parler. Mais c'est parce que là, j'ai eu une petite passée pendant ma lecture. Il s'est produit quelque chose que je ne vais pas vous dire, mais ce que ça a causé comme sentiment en moi, c'est que, ben maintenant, je suis déçue que ce soit absolument une romance. Genre, je sais que c'est une romance, donc je sais que la fin sera heureuse. Sinon, ce serait pas marketé comme une romance traditionnelle. Mais l'affaire, c'est que là, j'aurais vraiment aimé qu'ils ne finissent pas ensemble. Comme mentionné, il vient de se passer quelque chose et je sais que dans un univers alternatif, cet événement introduirait une fin surprenante où ils ne finissent pas ensemble. J'aurais aimé ça dans cet univers. Je suis pas insatisfaite d'être dans celui-ci parce que je suis pas non plus contre le fait qu'ils terminent ensemble, mais je trouve que ça aurait été intéressant, ça aurait ajouté un petit peu de piquant. Mais là, comme plus j'en apprends sur ce couple, sur la rupture, plus je me dis que j'aurais pu apprécier leur relation et leur romance si elle avait été présentée de façon linéaire. C'est étrange parce que dans People We Meet on Vacation, j'ai absolument adoré les points de vue dans le passé et dans le présent. Pour moi, ça avait 100% fonctionné, j'étais là-dedans. Mais dans ce cas-ci, même si le livre, il présente ces trucs un peu avec la même ligne du temps, ben ça fonctionne pas. Parce que dans People We Meet on Vacation, ils avaient jamais été ensemble. Et dans celui-ci, oui. Je trouve ça particulier comme expérience. C'est tellement difficile de savoir exactement qu'est-ce qu'elle aurait dû changer. Mais je sais que moi, il aurait fallu que quelque chose ait été changé. En tout cas, là, je continue à apprécier ma lecture. Je me dirige à grande force vers la fin. Ben, comme, j'aurais aimé ça qu'ils ne finissent pas ensemble. Ok, je m'en vais finir, là. J'y vais. Ok, j'espère que vous êtes prêts parce que voici le tuto pour la pire pizza que vous aurez jamais vue de votre vie. Donc premièrement, on commence avec une croûte sans gluten parce que malheureusement, mon ventre ne peut pas me faire apprécier les bonnes choses de la vie. Pour ce qui est de la sauce qu'il y aura sur cette pizza, malheureusement, je ne peux pas manger de sauce tomate. Donc, je remplace avec un mix de jackfruit. Ok, là, préparez-vous parce que la suite est vraiment difficile à voir. Donc, évidemment, je ne peux pas manger de produits laitiers. Donc, habituellement, j'ai du fromage, comme il l'appelle, râpé. Mais là, cette fois-ci, j'en avais pas. Donc, j'ai pris du faux fromage en tranches. J'ai mis les tranches sur la pizza. C'est horrible, je suis désolée. Bon, ensuite, on met un semblant de légumes avec des poivrons et des olives parce que je ne mangerai jamais rien sans olives dans ma vie. Eh boy, hein? Ok, là j'ai fini ma pizza, j'ai fini Happy Place, sauf qu'il y a une mouche qui vit sa pire vie autour de moi en ce moment, puis j'espère que vous l'entendez pas. Ok, donc pour ma pizza, je donnerais un 3 étoiles. Ça devrait pas fonctionner, mais honnêtement, j'ai passé un bon repas. Il m'en reste pour demain et ça me fera un plaisir d'en remanger demain. Et sinon, pour Happy Place, c'est un 3.5 étoiles. Écoutez. C'est un bon livre. Les personnages ont tous des profils bien construits. Le contexte de groupe d'amis dans un chalet, c'est vraiment excellent. C'est juste que, en plus des problèmes que j'avais personnellement et dont je vous ai parlé tout au long de ma lecture, ben je dirais que la conclusion ou les conclusions de l'histoire sont pas toutes gagnantes pour moi. Genre, ok, la conclusion des amis, leur amitié, je sais pas trop quoi, ça c'était winner. Ah, Cléo,
Cléo, c'était ma queen, même si je viens de me tromper sur son nom. J'étais un peu déçue pendant ma lecture parce que je pensais que j'allais m'attacher encore plus que ça au groupe d'amis, mais j'ai quand même beaucoup aimé la conclusion de leur truc. Je trouve que c'est très humain, très réaliste, je les aime. Sinon, pour ce qui est de la conclusion du couple, ça m'a pas frappé. Leur scène de retrouvailles, même si c'est pas des retrouvailles parce qu'ils étaient ensemble 1 heure avant, mais en tout cas, ils se sont retrouvés en tant qu'amoureux dans leur vie. J'étais juste pas capable d'être moindrement touchée. Puis ce que je me suis dit, c'est que le problème qui a causé leur rupture au départ, ben moi je pense que ça aurait fait une belle crise des 80% dans une romance linéaire, mais que tout de suite après, ils auraient appris à se communiquer puis ça aurait été satisfaisant. Là, c'était pas satisfaisant. Parce que de la manière que j'ai appris les trucs, ben je suis même pas certaine de comprendre comment ça se fait qu'ils s'étaient pas communiqué ces trucs-là. Vous êtes en train de me dire que vous avez été ensemble pendant 8 ans et que vous faites ces grosses déclarations d'amour comme quoi vous êtes la personne l'un pour l'autre, mais que quand il y a eu une rupture soudaine, mais personne n'a voulu en discuter après. Je dirais pas que c'est insensé ou incompréhensible, c'est juste que pour moi ça n'a pas fonctionné. Donc j'étais pas touchée, puis là il y a aussi une conclusion avec l'histoire de la protagoniste et ses parents. Puis encore là, toute la discussion finale avec sa mère et tout, ça... c'est vraiment un livre où, je t'ai apprécié, mais tu m'as pas touché. Puis là, je viens d'avoir une image mentale d'un livre qui a des bras pour me toucher, puis je suis plus sûre de vouloir être touchée, mais en tout cas, c'est quand même un livre que je peux recommander parce que je suis certaine que beaucoup de gens vont l'aimer plus que moi. D'ailleurs, je l'ai lu en même temps que Hello Kimi, et elle lui a donné 4,75 étoiles. Donc clairement, ça résonne avec des gens, là. Puis même si ça résonne pas, ça reste une belle lecture d'été, facile. J'allais dire à digérer, mais c'est sûr qu'il y a quand même des moments très émouvants. Mais tu sais, ça se lit comme du bonbon. Donc, est-ce que je suis déçue? Oui. Est-ce que je suis fâchée? Non. J'ai eu une belle expérience de lecture, 3.5. Hey, let's go. Là, par contre, on va espérer au moins un 4 étoiles du petit prochain. J'ai un peu peur parce que je sais que c'est pas nécessairement son préféré auprès des gens. Dites-moi que vous entendez pas la mouche, s'il vous plaît. Mais bon, on verra bien, on verra bien. Je vous jure qu'elle était bonne, ma pizza. Ok, mais la fille, elle devient riche à cause de son livre et la première chose qu'elle fait de cet argent, c'est d'aller chez le dentiste et chez le médecin parce que, ben, aux États-Unis, c'est une dépense de luxe. C'est real, c'est real. Mais honnêtement, même si en étant au Québec, je suis définitivement mieux placée au niveau des soins de santé, ben, je pense que je ferais un peu la même chose parce que ça fait 5 fois que j'ignore l'appel de mon dentiste parce que je sais que ça va me coûter cher. Parce que oui, ok, il y a bien des trucs que j'ai pas besoin de payer niveau santé, mais apparemment les yeux, les dents, les pieds, ça fait pas partie du corps humain. En tout cas, je suis à la page 94. Et j'ai des sentiments, j'en ai plusieurs. Mais d'abord, je vais vous donner un meilleur résumé du livre. Parce que, effectivement, j'avais bien compris de quoi ça parlait. C'est l'histoire d'une autrice blanche qui est amie avec une autrice asiatique qui est à grand succès. La fille, elle mène la vie de rêve avec plein d'adaptations Netflix, elle est riche. Bref, on comprend dès la première page que notre protagoniste n'aime pas nécessairement son amie, mais qu'elle est avec elle juste parce que, attendez là, faut que je ferme ma fenêtre. Et ce qui va se produire, c'est que pendant une de leurs soirées, l'autrice à succès va mourir, je ne dirais pas comment, mais c'est assez cocasse. Et ben, son amie va aller prendre le manuscrit qu'elle avait écrit, mais dont elle avait encore parlé à personne. Sur le coup, elle n'a pas nécessairement l'intention de le voler, mais puisque c'est un premier jet assez rough, elle peut pas résister à la tentation de comme remplir les trous, retravailler certains passages, et elle finit par avoir l'impression qu'elle a suffisamment mis de ses propres efforts dans le texte pour considérer qu'il est le sien. Donc c'est une œuvre qui est entièrement de la satire. C'est une expérience très particulière parce qu'on est plongé dans la tête de cette protagoniste qui est excessivement désagréable et raciste, mais c'est tellement ancré dans la narration que si l'autrice n'était pas R.F. Kuang, je serais comme la personne qui écrit ça, ça va pas tout à fait très bien dans sa tête. Mais là, comme je comprends que c'est entièrement l'intention de l'autrice. Mais le truc, c'est que ça rend pas ça plus agréable à lire. D'un côté, c'est super bien écrit, j'adore vraiment la plume de cette autrice. Mais quand elle a un message en tête, elle y va pas dans la subtilité et ce livre crie ce qu'il est à chacune de ses phrases. Ça me dérange un peu moins que dans Babel parce que Babel, je trouvais que les éléments de l'histoire parlaient d'elle-même pour le message, tandis que ça, il y a pas d'histoire autre que le message. C'est la même chose. Mais je sais pas, c'est juste, je suis rendue au tiers du livre et j'ai l'impression que je sais qu'est-ce qui s'en vient. Je sais que ça va juste être une descente aux
aux enfers pour cette protagoniste. Je sais qu'est-ce que ça va critiquer. Si j'arrive à la fin et qu'il y a eu quelque chose de surprenant, ben là, je vais vraiment être contente. Mais pour l'instant, j'ai un peu peur que ce soit un livre qui est ce qu'il est du début jusqu'à la fin. Je sais pas comment formuler ça. En tout cas, c'est pas pour dire que j'apprécie pas ma lecture, c'est juste que c'est particulier. Je vous reparle quand mes sentiments auront changé. Ok, voici un exemple du type de racisme inconscient que la protagoniste démontre en permanence. Genre là, elle s'en va rencontrer une femme asiatique et sa première pensée, c'est que cette femme ressemble à la girl boss propaganda sister de Kim Jong-un, mais que bien sûr, elle ne pouvait pas mentionner cette comparaison à voix haute. Mais tu sais, c'est comme la fille est assez self-aware pour savoir qu'elle devrait pas dire ça à voix haute parce que ça a pas d'allure. Mais la raison pour laquelle elle pense qu'elle peut pas dire ça, c'est parce qu'elle sait qu'il y aurait une mauvaise réaction, pas parce que ce qu'elle pense, ça n'a pas d'allure. Après ça, elle parle de son cours de l'histoire de l'art du Japon et elle dit que basically c'était juste de la tentacle porn. C'est juste vraiment inconfortable d'être dans la tête de cette personne. Bonsoir, je suis à la page 200 et je voulais venir vous parler parce qu'il y a quelque chose que je trouve assez drôle et c'est que même si je sais que la protagoniste a volé le livre, chaque fois qu'il y a des gens qui l'accusent de l'avoir volé, immédiatement dans ma tête je suis comme ok mais vous avez aucune preuve. Arrêtez là de l'accuser, vous avez aucune preuve. Elle l'a fait pour de vrai, mais vous avez aucune preuve. Genre il devrait pas être capable de dire avec assurance qu'elle a copié, mais en même temps elle a copié. Donc c'est drôle, j'aime bien ce genre de réflexe personnel de comme vouloir défendre la protagoniste d'un crime qu'elle a fait. Je sais pas si crime c'est le bon mot, mais en tout cas, c'est une voleuse, c'est une copieuse, certainement. Là, je dirais que les 50 dernières pages que j'ai lues étaient vraiment plus agréables. C'est étrange parce que j'ai comme lu ce livre pour l'instant en 3 sessions différentes. La première session, j'ai lu 80 pages sans difficulté, j'aimais bien. La deuxième session, j'ai lu 70 pages, mais honnêtement, je trouvais ça légèrement difficile. C'était pas difficile, mais j'avais pas énormément de plaisir de lecture. Et là, ben, on est comme revenu à l'état dans lequel j'étais au début du livre, donc je me dis peut-être que c'était juste le mood dans lequel j'étais quand j'ai lu la deuxième session. Je sais pas, mais l'important c'est que là, ça va mieux. Par contre, j'ai encore l'impression de savoir qu'est-ce qui arrive pour au moins les 50 prochaines pages, mais par contre, j'ai aucune idée de ce sera quoi la conclusion de ce livre. Je me doute bien moralement, ce sera quoi la conclusion, mais je sais pas ça va être quoi les événements. Et puisque je me mets à apprécier davantage ce livre, j'aimerais vraiment être surprise. J'aimerais ça que ça finisse avec quelque chose qui me fasse comme ok, on a fait de la satire, mais on a amené ça vraiment dans une direction inattendue, intéressante. J'espère juste vraiment que ce sera pas comme ah, cette personne qui a volé ce livre se fait démasquer et sa vie est ruinée. Tu sais, ça, je trouve que ça serait ça. Donc voilà, j'ai l'intention de terminer ce livre d'ici la prochaine fois qu'on se parle, donc bye! Bon, j'ai fini Yellowface. Je n'ai pas aimé la fin. C'est pas que je l'ai pas aimé, mais c'est que puisque la critique du monde littéraire dans ce livre était un peu trop à la surface à mon goût, genre je m'attendais à ce qu'on plonge plus profondément, ben je pensais que le récit allait compenser avec comme des tournures, des angles surprenants. Mais pour moi, la fin avait pas de ça. Donc c'est pas une fin mauvaise, je comprends le message qui veut être énoncé avec le dernier chapitre en particulier, mais pour moi c'est pas marquant là. Je trouve ça très particulier de critiquer ce livre parce que mes pensées sont un peu dans tous les sens. Je dirais que la chose que j'ai le plus appréciée, mis à part la plume, parce que j'adore la plume de cette autrice, c'est l'ambiguïté des personnages. Parce que ça aurait été vraiment un peu ennuyant de suivre l'histoire d'une protagoniste blanche qui vole le livre d'une autrice asiatique qui est 100% innocente et pour laquelle on est de 100% de son côté. Et là, c'est pas que je suis pas 100% du côté quand même de l'autrice, mais elle a été démontrée comme une personne assez imparfaite à plusieurs reprises pendant le livre et j'ai apprécié ça. J'aime le fait que même si ça justifie pas du tout ce que la protagoniste fait, ben au moins ça lui donne des outils pour essayer de se justifier à elle-même, ce qui donne naissance à certaines réflexions intéressantes. Mais bon, comme mentionné, c'est difficile pour moi de mettre en mots mon avis.
Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu pendant que je filmais ce vlog que Read with Cindy venait de poster genre une analyse entière de Yellowface. Donc là, puisque je l'avais terminé, je me suis dit, hey, je vais le regarder. Puis je suis vraiment contente de l'avoir fait parce que j'ai appris plusieurs choses sur l'autrice que je ne savais pas avant de lire ce livre. Et je trouve que ça ajoute vraiment du background à certaines choses qui auraient autrement juste passé par-dessus ma tête. Honnêtement, je vous recommande la vidéo entière de Read with Cindy. Il y a 10 000 informations super intéressantes, mais moi, je vais seulement parler du point de sa vidéo qui a le plus résonné avec moi et qui a su mettre des mots sur le sentiment invisible que j'avais. Puis c'est que ce livre-là, c'est une critique, oui, du monde de l'édition, mais on se concentre vraiment beaucoup sur la communauté Twitter puis les critiques Goodreads. Et ce qui est particulier, c'est que les critiques qui sont faites dans ce livre de l'autrice asiatique décédée, ce sont presque toutes des critiques que R.F. Kuang a reçues à propos de ses propres livres. Et d'un côté, je trouve ça super intéressant pour une autrice de pouvoir discuter de ces choses-là, de son expérience dans un roman. Le seul truc que je trouve un petit peu dommage, c'est que j'ai l'impression que ça aurait été une bonne opportunité d'amener plus de nuances sur ces critiques-là. Là, de la manière que c'est présenté, c'est vraiment juste « ces personnes sont jalouses, donc elles me critiquent ». Mais il y a un thème qui est plusieurs fois reproché à... Son nom, c'est Athéna. L'autrice asiatique, c'est Athéna. Donc Athéna, elle vient d'une famille très riche. C'est mentionné plusieurs fois à quel point elle est comme un peu aveugle face à la réalité monétaire des autres. Et une des critiques que la protagoniste utilise pour se justifier dans le vol de l'histoire de Athéna, c'est que techniquement, Athéna, elle écrivait juste des livres à propos de la souffrance asiatique. Sauf que elle, en étant dans une famille riche aux États-Unis, ben toutes les choses dont elle parle, ce sont pas des choses que elle a vécues. Puis là, je parle pas d'un point de vue raciste, je parle vraiment d'un point de vue événement historique. Puis il y a comme un semblant de discussion qui est entamé sur à quel point il faut avoir connu la souffrance qu'on utilise dans nos livres pour les vendre et faire des belles histoires. Puis ça, je trouve que c'est un sujet vraiment intéressant. Je trouve que c'est le type de discussion qui est vraiment nuancé et à laquelle il n'y a pas de réponse noire ou blanche, mais j'ai pas eu l'impression que c'était discuté à sa juste valeur dans ce livre. Mais ça, c'est peut-être juste parce que moi, c'est ce que je recherchais puis c'est pas ça que le livre voulait donner. Mais en même temps, moi, je m'attendais à lire une critique du monde de l'édition, mais là, c'était vraiment genre une critique des critiques de R.F. Kuang. C'est valide, hey, c'est valide. Mais bon, mes sentiments sont tout à l'envers. Les seules choses dont je suis certaine sont les suivantes. J'adore la plume de R.F. Kuang. Cette femme est incroyable. Je vais peut-être sûrement lire tout ce qu'elle écrit dans sa vie parce que j'adore. Ce livre ne m'a pas donné l'expérience de lecture que je recherchais au niveau de comme un récit parce qu'on se dirigeait en ligne droite pendant tout le long et j'attendais quelque chose qui me fasse comme oh, OK! C'est jamais venu. Et ben, le message du roman était très intéressant. Ça soulève beaucoup de points problématiques dans l'industrie, mais en même temps, je trouve que ben, ça efface aussi certains autres points qui sont très intéressants et pertinents dans la discussion. Donc, mon appréciation, je dirais que c'est un 3 étoiles, peut-être un 3.25. J'ai vraiment du mal à savoir à quel point j'ai aimé ce livre ou pas. Je sais que je l'ai pas aimé. Je l'ai aimé. Mais c'est particulier. J'ai l'impression que je vais repenser à cette update de vlog dans des mois et être comme « Ah, j'aurais dû dire ça, mais j'aurais dû dire ça. » Mais là, pour le moment, c'est comme ça que je me sens. Bref! C'est tout. Ben oui, j'avais juste 2 livres à lire dans ce vlog, c'est tout! La morale de cette histoire, c'est que BookTok hype les bonnes autrices, mais pas toujours les bons livres. Parce que Emily Henry et R.F. Kuang ont des places très spéciales dans mon cœur, je les aime. Mais visiblement, c'est pas parce que je les aime que je suis pas capable de passer des moments mitigés avec elles. Donc, c'est ça, je suis contente quand même d'avoir lu ces 2 livres. C'était des expériences très intéressantes et je suis hyper curieuse de voir quelle sera l'appréciation générale pour ces 2 titres. Mais sinon, moi, j'ai plus rien à dire. Donc, avant de nous laisser, j'aimerais que vous me disiez dans un commentaire quel est un auteur, une autrice, un auteuriste pour lequel vous lisez tous les livres. Genre, si cette personne publie un livre, avant même de lire le résumé, vous êtes comme « j'achète ». Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suivante. Je poste... Ah, ben là, on est rendu à l'automne, alors je poste toutes les semaines le vendredi à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!